Merci Patrick. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux à nous rejoindre ce soir. Euh, alors effectivement, comme l'a peut-être pas souligné Patrick, mais cette présentation était initialement prévue dans le cadre d'une réunion qui avait été envisagée à la DGAC début octobre, et cette présentation s'inscrivait dans une thématique beaucoup plus large. Alors, je pense qu'en présentiel, ça aurait été peut-être un peu plus interactif. L'avantage d'avoir sorti cette présentation, bon, comme vous le savez sans doute, cette réunion a été annulée, ou en tout cas reportée. Et l'intérêt pour nous ce soir, c'est qu'on a un peu plus de temps. Donc, ça sera peut-être moins interactif, ou en tout cas moins convivial, mais on va avoir un peu plus de temps. Et donc, j'ai pris plus de temps pour des présentations vidéo qui permettent de bien comprendre et voir ce qu'est Real Sky, en tout cas ce qu'on fait chez Real Sky. Alors, en termes de présentation, effectivement, je suis ravi parce que je revois des noms que je connais, dont certains que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Je salue Erdinch, notamment. Euh, alors moi, je suis effectivement alors déjà, bon, je suis pilote, mais je ne suis pas pilote professionnel. Je ne suis pas instructeur. Voilà, je suis un modeste pilote privé. J'ai la chance d'avoir mon propre avion, ce qui facilite un petit peu les choses. Voilà, de formation, je suis un ingénieur à métier qui a plutôt mal tourné puisque je suis parti dans le monde des jeux d'argent, donc rien à voir avec l'aviation. Et j'ai passé mon PPL il y a une quinzaine d'années, hein, donc en 2008 pour être précis. Voilà, et donc depuis, alors, je l'ai passé pour être précis à Saint-Cyr-l'École, à l'aéroport de Versailles. Ensuite, je suis allé au SGAC, toujours à Saint-Cyr, que j'ai présidé pendant 2 ou 3 ans, avant effectivement de créer l'école de pilotage que tu évoquais, Patrick, donc Paris Flight Academy. Voilà, qui aujourd'hui fonctionne depuis 5 ans et fonctionne plutôt bien et utilise, entre autres, mais de manière assez marginale quand même, la simulation comme outil d'appoint. Voilà, alors en termes de timing, donc on a à peu près 1h30, un petit peu moins, mais enfin, bon, personnellement, j'ai pas de contraintes, donc si ça déborde un petit peu, j'ai pas de souci. Je vais essayer de diviser ça en 3 tiers, on va dire, c'est-à-dire 30 minutes pour vous présenter un petit peu Real Sky, ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, on prendra un petit peu de temps pour visualiser des vidéos qui ont été enregistrées lors de sessions, parce que ça permet vraiment de comprendre et de se rendre compte comment ça fonctionne et quel est l'intérêt, hein, ou en tout cas comment quelqu'un qui participe à nos sessions est vraiment immergé dans la simulation. Et puis on regardera une 30 minutes ou un peu plus une nouvelle fois si pour un échange entre nous. Et je serai évidemment ravi de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, je voulais commencer par un tout petit clin d'œil, hein, puisque Real Sky, l'une des grosses caractéristiques, et on va y revenir, c'est d'avoir la chance de bénéficier de la collaboration de véritables contrôleurs, hein, des contrôleurs donc DGAC, qui sont les contrôleurs sur les sites sur lesquels on évolue. Et dont eux, il y en a notamment une donc, qui est à Chavenay, Caroline, pour ceux qui veulent le Chavenay, qui la connaissent sûrement, et qui nous fait à chaque fois donc un ATIS. Et alors, j'ai repris l'ATIS pour la période. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Bonjour, ici Chavenet, information Noël, enregistrée à 14h UTC, piste en service 05. Attention, piste 05, maintenir l'axe jusqu'en bout de piste, puis altération de route de 20 degrés droite après la fin de bande. Départ par hauteur verticale recommandé sur autorisation préalable du contrôle. Vent 0,50 degrés, 5 nœuds. Visibilité 3000 mètres. Temps présent, quelques chutes de neige. Température de l'air 1 degré. Québec Novembre Hôtel 1008 hectopascal, unité 008. Informez Chavenay dès le premier contact que vous avez reçu l'information Noël et joyeux Noël à tous. Voilà, alors, ce petit clin d'œil. Alors, Caroline va se connecter, je pense pas qu'elle le soit, mais elle interviendra dans le cadre de la présentation, notamment pour faire son feedback côté contrôleur. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour lancer donc la présentation. Donc, en préambule, je voudrais dire plusieurs choses. D'une part, Hello Sky n'est pas un produit commercial, hein, donc soyons clairs, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, si ce n'est éventuellement une modeste cotisation à une association, puisque Real Sky, c'est une association à but non lucratif, comme le sont les aéroclubs. Alors, c'est une offre parmi d'autres, hein. J'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous, si ce n'est 100%, utilisent un simulateur. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà pas mal de possibilités de simulation.
Donc une Alpha Real Sky n'est qu'une offre parmi d'autres. Elle a un avantage qui la positionne de manière un petit peu spécifique, à savoir qu'elle s'appuie sur la collaboration. Ça, c'est un véritable atout, de véritables contrôleurs. Et on va voir comment ça se concrétise en pratique. Voilà, et au-delà de la présentation du concept, et là je rejoins effectivement les remarques préliminaires des deux instructeurs, l'idée c'est surtout de partager le retour d'expérience que nous, on a pu avoir avec Real Sky sur la simulation, enfin sur l'utilisation de la simulation en qualité, enfin dans le cas d'un outil pédagogique vis-à-vis des pilotes privés. Alors évidemment là on parle spécifiquement des pilotes privés, on va pas du tout déborder sur les pilotes professionnels qui ont des outils qui sont relativement différents, et en tout cas qui ne sont pas vraiment accessibles aux pilotes privés. Alors, tout d'abord, un petit état des lieux et le contexte pour bien comprendre. Alors, il faut savoir que Real Sky, c'est pas un produit relativement nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis près de 10 ans maintenant, qu'on a fait évoluer au fil du temps. Et donc, on a un recul assez intéressant, notamment, une fois, en termes de feedback et de retour d'expérience pour prendre une terminologie propre à l'aviation. Alors, ce qui m'avait frappé une nouvelle fois, donc ça me ramène quasiment à la suite de mon PPL, dans les années 2010. À cette époque, et c'est toujours vrai d'ailleurs aujourd'hui, hein, malheureusement, la simulation est quelque chose de fondamental pour la formation des pilotes professionnels, hein. On sait tous que les pilotes pro passent au simu assez régulièrement sur des simus extrêmement complexes et perfectionnés. Et à l'inverse, pour les pilotes privés, il n'y a quasiment, pour ne pas dire aucun simulateur utilisé dans le cadre des formations PPL. Alors, en tout cas, c'est plutôt les exceptions qui confirment la règle quand il y en a. Alors, les objections, on les connaît tous, hein, enfin, elles sont multiples, hein. D'une part, le coût. Effectivement, il est clair que une fois les simulateurs professionnels sont tout à fait hors de portée pour la plupart des aéroclubs, hein, puisque sans même parler des super simulateurs des compagnies aériennes qui coûtent plusieurs millions d'euros, un simulateur de type ALSIM qui sont utilisés par exemple par les écoles pro, c'est des investissements de l'ordre de 100 à 200 000 euros, voire plus, hein. Donc c'est quand même assez compliqué pour un aéroclub de financer ce genre d'équipement. Un autre point qui est important, et ça c'est vraiment important, et là je rejoins effectivement les remarques des instructeurs, c'est que les configurations sont souvent peu ergonomiques. Et là, je peux même citer un exemple personnel que j'ai vécu il y a 3 jours, où je devais faire un vol IFR sur mon propre avion en entraînement. Et puis, vu qu'il faisait pas très beau, j'ai dit à l'instructeur, écoute, faire la pré-vol sous une pluie battante, moi, ça m'amuse pas plus que ça. On reporte le vol, on fera ça quand il fera meilleur. Et il me dit, non, non, écoute, je suis à tout su, je suis au simu, si tu veux, on fait du simu. Bon, donc voilà, nous voilà embarqués dans une séance de simu, ce que je n'avais jamais fait, pour être franc, de simu, donc professionnel. Et en fait, bah, j'ai vraiment souffert, hein. Pourtant, vous avez compris que je connaissais un petit peu l'environnement de simulation, parce qu'en fait, je me suis retrouvé sur une machine qui n'avait plus rien à voir avec mon Cirrus, où l'ergonomie n'était plus du tout la même. Alors effectivement, c'était un cockpit, un vrai cockpit, mais les boutons n'étaient pas là où je les cherchais, et donc ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et donc ça, c'est une vraie contrainte qu'il faut vraiment prendre en compte quand on construit une pédagogie sur la simulation. Et vous verrez un petit peu comment Real Sky, on avait évidemment pris ça en compte, on l'avait bien intégré dès le départ, et on s'en est d'une certaine manière affranchi. Mais je vous montrerai comment. L'autre point, et c'est assez important, ce qui distingue assez les simulateurs d'une UEFA professionnelle des simulateurs qui vont intéresser plus les pilotes privés, c'est que euh, pour les pros, on simule quasiment, voire exclusivement de l'IFR, alors que dans le cas des pilotes privés, la grosse majorité vole en VFR. Donc le besoin en termes de simulation n'est pas du tout le même, hein. Un pilote IFR, lui, va se concentrer sur son cockpit. Et en termes de technologie, bah, en fait, finalement, simuler un cockpit et des instruments d'IFR, c'est entre guillemets plus facile. En tout cas, ça exige moins de ressources machines qu'afficher donc un paysage de manière très détaillée, hein. Jusqu'à encore très récemment, les machines grand public avaient beaucoup de mal à diffuser une image digne de ce nom pour faire du VFR. Mais on y reviendra. Donc, ce qu'on appelle les simulateurs de table, alors ça, c'est un terme qui est utilisé par la DGAC, hein, que j'ai repris, puisque eux, en fait, militent assez, et là, je reprends ma casquette 30 secondes de dirigeant responsable d'un ATO. Dans le cadre d'un dépôt de dossier IFR qu'on est en train de faire en ce moment, la DGAC
insiste, pour ne pas dire demande, à avoir des ateliers simulateurs de table, alors qui ne comptent pas pour des heures d'IFR officielles, hein, comme on peut l'avoir avec un simulateur agréé, mais en fait, eux, ils sont quand même convaincus que l'outil simulateur, entre guillemets, de table, peut vraiment apporter quelque chose dans certains aspects de la pédagogie. Alors, c'est pas tout à fait vrai donc pour la plupart des pilotes privés, hein, et on s'aperçoit souvent que les outils donc de simulation, alors vous les connaissez tous, hein, mais je vais les citer. Donc, on parle évidemment, le plus connu, c'est Microsoft Flight Simulator, mais il y a également ce qu'on appelle P3D, hein, qui est une ancienne version de Microsoft Simulator qui a été rachetée par une autre société. Et pour les aficionados euh, on a aussi X-Plane, donc qui est une version, une troisième version du simulateur. Mais en fait, quand on regarde de près ces trois produits et qu'on s'intéresse un petit peu à l'aspect commercial, alors là, il faut plus parler avec des éditeurs de contenu. En fait, ces produits, et notamment Microsoft Simulator, contrairement à ce qu'on pourrait croire, visent plutôt un public non pilote, ou en tout cas, c'est une approche plus gaming, alors gaming dans le sens noble du terme, hein, mais c'est pas du tout une vision, ou en tout cas une stratégie pédagogique, même si vous avez tous essayé, hein, ces outils intègrent des outils dits d'entraînement. On est vraiment loin de la pédagogie où où on l'entend nous en tant que pilote ou élève pilote. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le clin d'œil, c'est qu'un Real Sky, pour être tout à fait franc, est né d'une démarche qui, à la base, visait des non-pilotes. Alors, je vais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de la genèse de Real Skype et de voir un petit peu comment ça s'est construit. En fait, tout ça est démarré il y a une dizaine d'années, comme je l'évoquais. Je venais juste de passer mon PPL, un peu plus longtemps d'ailleurs, et j'avais rencontré deux autres personnes qui avaient un projet qui me paraissait assez amusant, en tout cas intéressant. C'était de construire un aéroclub virtuel. En fait, l'idée à la base, c'était de permettre à des gens qui, pour X raisons, ne pouvaient pas voler en réel, alors que ce soit des raisons purement budgétaires, médicales ou peu importe, hein, d'éloignement. L'idée, c'était de leur permettre de voir comment on apprenait à piloter un avion léger en aéroclub. Euh, Puisque, alors, si, c'est pareil, si on s'intéresse un petit peu plus près à la population des simmers, entre guillemets, la plupart s'intéressent avant tout à faire voler des liners, sans doute parce que c'est peut-être plus glorifiant, et puis surtout que c'est souvent plus facile, hein, puisque une fois qu'on a décollé, on met le pilote automatique et ça marche plutôt plus ou moins bien tout seul. Piloter un avion léger, on le sait tous, c'est pas forcément très simple. Et donc, on avait construit cette idée, enfin, ce projet, l'idée, c'était une fois d'essayer de former des pilotes, alors sans prétention, hein, on s'adressait une fois à des non-pilotes, on était dans une démarche loisir, mais on avait construit cette idée donc de faire les leçons telles qu'elles se font plus ou moins en aéroclub, une fois avec les limites du simulateur et la limite de l'exercice. Euh, donc tout ça, ça supposait pas mal de choses. En fait, la première chose, c'est de pouvoir être deux dans l'avion. Alors, quand on est dans son simu, enfin quand on a un simulateur chez soi, on est souvent, pour ne pas dire tout le temps, tout seul. Donc déjà, il fallait pouvoir réunir deux personnes dans le même cockpit. Ça paraît simple à dire, mais techniquement, c'est pas forcément si évident. Et en tout cas, il y a 10 ans, c'était particulièrement complexe. Voilà, donc on avait construit un premier outil qui permettait de réunir deux personnes qui souvent étaient à plusieurs centaines de kilomètres de distance dans le même avion. Et l'un jouait l'instructeur, l'autre faisait l'élève. Alors ça, c'était la première brique qui a permis de construire Real Sky. Ensuite, on a introduit la notion de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, pour s'approcher un peu plus du réel, c'est bien de voler avec un copilote, slash un instructeur, mais c'est aussi pas mal de voir les autres avions, puisqu'en fait, souvent, les autres avions ont une influence sur ce que nous, on va faire, ou inversement. Donc, on avait introduit à ce moment-là le mode réseau, c'est-à-dire qu'en fait, plusieurs avions pouvaient voler dans une même session, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait interagir avec ce que pouvait faire un autre avion. Voilà, donc ça, c'était la brique, on va dire, réseau. Aujourd'hui, tous les logiciels de jeu au sens large font du réseau, hein, c'est devenu je dirais un standard. Il y a 10 ans, ça n'était pas forcément. Et ensuite, il fallait pouvoir se parler. Alors, se parler,
Ça paraît simple, une nouvelle fois, mais quand on regarde de plus près la problématique, c'est un peu plus complexe. Puisque se parler, ça suppose effectivement d'en pouvoir communiquer. Alors, aujourd'hui, des outils comme Skype, enfin, le permettent très facilement, mais quand on est dans une démarche de type pédagogie avion, il faut pouvoir simuler de manière la plus fidèle possible la notion de fréquence VHF. En clair, vous n'entendez que les gens qui sont sur la même fréquence que vous. Et par principe, quand vous volez et que vous faites et que vous simulez un vol, vous allez changer de fréquence, et donc les personnes qui sont avec vous, vous n'allez une autre fois les entendre que si elles sont sur la même fréquence. Bon. Et donc là, il y avait un outil qui marchait plutôt bien à l'époque, alors qui n'était pas du tout dédié à ça, hein. Une nouvelle fois, on a pris les choses qui existaient sur le marché, qui souvent avaient une finalité très éloignée de l'aviation, en tout cas de l'objectif recherché, mais en les triturant un petit peu, en rajoutant du code à droite, à gauche, ça permettait de les transformer, hein. Et l'outil, en l'occurrence, que certains connaissent, d'entre vous connaissent sans doute, ça s'appelle TeamSpeak, qui est un outil de communication, hein. C'est un peu le Skype des années 90, on va dire, ou 2000, mais qui a un gros avantage, c'est qu'il a une notion de channel, donc de canal en français, qui permet d'assez bien reproduire le fonctionnement radio tel que nous on le connaît en tant que pilote, à savoir la notion de canal ou de fréquence VHF. Voilà, tout ça a été assemblé. Et donc, ben voilà, on a passé pas mal d'heures à former des gens, une nouvelle fois, donc, qui étaient des non-pilotes. C'était une démarche purement, je dirais, philanthropique et on y a passé beaucoup de temps. Ma femme a eu beaucoup de mal à comprendre ce que je pouvais faire sur mon micro, à voler avec quelqu'un qui était à 500 km de moi, que je ne connaissais souvent pas. Et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu quand même que finalement l'outil, il avait quand même beaucoup de qualité et il pouvait intéresser bah, les vrais pilotes, ou en tout cas les élèves pilotes. Cette démarche, enfin ce basculement, il a notamment eu lieu quand on a commencé à introduire le contrôle, parce que au début, on ne faisait évidemment pas le contrôle, ça n'avait pas d'intérêt, en tout cas, c'était pas dans la démarche initiale. Mais on s'est aperçu, une fois qu'on avait des gens qui savaient à peu près piloter correctement en simulateur, euh, que comme ça se passe d'ailleurs dans le réel, quand on introduit la notion de contrôle, qu'on dit aux gens qu'il faut qu'ils parlent, eh ben on introduit une charge de travail supplémentaire qui, curieusement, les perturbait de la même manière qu'un élève pilote ou un pilote breveté peut être perturbé par la radio en réel. Et donc là, on s'est dit, c'est intéressant, donc on a introduit le contrôle. Alors, la limite du contrôle, c'est que quand vous avez un avion, c'est assez facile à contrôler, entre guillemets. Un pilote peut gérer, je dirais, un avion autour de piste, hein. Il suffit de répéter les messages qu'il entend lui en tant que pilote. Quand vous en avez deux, ça devient un peu plus compliqué. Quand vous en avez trois, quatre, là, ça devient un vrai métier qui n'est clairement pas celui de pilote et qui n'était en tout cas pas le mien ou des gens qui étaient avec moi dans le projet. Et c'est à ce moment-là où on s'est rapproché de véritables contrôleurs en disant, bah voilà, on a développé ce truc, on cherche un contrôleur. Et l'expérience avait commencé à Saint-Cyr-l'École, où un contrôleur, je me souviens très bien du jour où je suis monté à la tour en disant, bah voilà, enfin, on a développé avec un groupe d'amis cet outil. Est-ce que vous voudriez jouer votre propre rôle? Et les contrôleurs à l'époque avaient joué le jeu, c'était le cas de dire. En fait, Real Sky est né comme ça. Donc ça a pris, je dirais, 3-4 ans hein, de gestation plus ou moins longue. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça vous permet de comprendre un petit peu les briques qui composent Rio Sky. Alors Rio Sky, c'est quoi, entre guillemets? Alors comme je disais, c'est une association. Donc, alors, au départ, c'était quelque chose de purement virtuel. Quand on a commencé une démarche en direction des aéroclubs, on s'est dit, il faut qu'on se structure, parce que si on débarque dans un aéroclub en disant, on est un portail virtuel, je me suis dit, les gens vont pas comprendre ce qu'on est. Donc là, à ce moment-là, on a créé une association pour avoir une démarche et une structure assez proche de celle des aéroclubs. Donc une fois un but totalement non lucratif, avec comme je dirais objet de promouvoir l'utilisation de la simulation auprès des pilotes privés, que ce soit pour la formation initiale ou le maintien de compétences. Et on va voir comment ça se concrétise dans la suite de la présentation. Alors là, j'insiste, le Sky, ce n'est pas un simulateur. Les gens vont me dire, bah zut, je croyais que c'était une conférence sur la simulation. Mais en fait, c'est un environnement, c'est-à-dire que on va utiliser les simulateurs du grand commerce, hein. On n'a clairement pas réécrit un simulateur, c'est beaucoup trop complexe, hein. Microsoft ont dépensé des millions de dollars pour mettre au point leurs outils.
En fait, ce qu'on a créé, vous l'avez compris un petit peu dans la démarche que je viens de vous décrire, c'est une sorte de liant entre plusieurs outils disponibles sur le marché qui permettent in fine d'avoir un environnement complet qui va servir une finalité disons, vraiment pédagogique. Donc voilà, donc évidemment, on est compatible avec les simulateurs grand public, hein. Alors, les trois plus connus, une nouvelle fois, c'est Microsoft Flight Simulator, le fameux P3D ou X-Plane pour les aficionados d'Apple. Alors c'est un outil qui se veut ultra réaliste et surtout optimisé pour le VFR. Euh, une fois, l'objectif, c'était de permettre, euh, enfin de donner un moyen pédagogique aux pilotes VFR, hein. Donc on a vraiment optimisé ça pour le VFR et vous allez voir un petit peu comment. Comme je vous le disais, on est en mode réseau, c'est-à-dire qu'on est en multipilote. Alors multipilote dans le sens où il y a plusieurs avions. Alors, comme je vous le disais, on peut être plusieurs dans un seul avion, mais il y a surtout plusieurs avions. Alors ça, c'est un avantage assez intéressant. Une nouvelle fois, c'est que vous n'êtes pas tout seul derrière votre simulateur, hein, c'est-à-dire que vous vous retrouvez un petit peu dans un contexte très proche de la vie réelle. Et comme je dis souvent, en fait, en vol, il faut gérer les erreurs éventuelles, mais aussi parfois celles des autres, ou en tout cas les trajectoires, ainsi de suite des autres. Et on retrouve un petit peu la même chose en réseau, c'est-à-dire qu'en fait, ben voilà, vous allez devoir vous positionner, faire évoluer votre vol en fonction de ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est un vrai plus, hein. La notion de mode réseau, c'est vraiment un gros plus au niveau de l'utilisation du simulateur. Et donc, il y a un module radio, comme je vous l'ai décrit, et vous verrez comment ça fonctionne, hein, qui permet, une nouvelle fois, de simuler les fréquences VHF et également les ATIS, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Real Sky est capable de diffuser les ATIS sonores, ce qui est assez rare dans les produits, entre guillemets, concurrents. J'aime pas trop le terme, puisqu'une nouvelle fois, on n'est pas un produit commercial, hein, puisque souvent, les autres plateformes visent plus, une fois, l'IFR et les ATIS sont souvent sous forme d'ACARS, hein, comme ils sont reçus dans les avions de ligne. Alors, une des grosses caractéristiques, et ça, effectivement, c'est sans doute l'utilisation, enfin, les essais qu'on a fait donc en aéroclub ont montré qu'il fallait vraiment simplifier l'usage, notamment via le principe, ce qu'on appelle le partage de cockpit. Alors, pour une raison très simple, c'est que, comme je disais pour mon exemple d'Alcim, mais c'est encore plus vrai sur un simulateur encore plus basique, hein, où vous avez plus qu'un joystick, piloter un avion en simulateur, c'est, j'ose dire, quasiment plus complexe que piloter un avion en réel. En tout cas, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, si dans votre démarche pédagogique vis-à-vis de pilotes réels ou d'élèves pilotes réels, vous venez en plus rajouter une complexité qui finalement n'a rien à voir avec l'objectif pédagogique, hein, si on est là pour faire de la phraséo, faire de la navigation, si en plus vous mettez dans les mains un outil que l'élève a du mal à maîtriser, en fait, il va passer plus de temps à essayer de gérer un outil qu'il connaît mal ou pas, plutôt que de vraiment se focaliser sur l'exercice. Et donc, ce qu'on fait dans la plupart des cas, puisqu'en fait, on s'était aussi aperçu, alors c'est évidemment pas le cas ce soir, mais quand vous êtes dans une population d'aéroclubs, vous apercevez qu'il y a quand même un grand nombre de pilotes ou d'élèves pilotes qui n'ont jamais fait de simulation, ou alors qui ont fait ça une fois juste pour voir comment c'était, mais finalement qui connaissent pas vraiment l'utilisation d'un simulateur. Et donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait une nouvelle fois du cockpit partagé, et le stagiaire, donc celui qu'on veut faire travailler, qui est soit une nouvelle fois un élève pilote, soit un pilote breveté, suivant l'objectif pédagogique, finalement, il ne pilote pas l'avion. Il est là pour faire la navigation et la radio, euh, qui sont vraiment les modules qu'on travaille très bien avec RealSky. Et le pilotage de l'avion, il est fait à distance par quelqu'un qui, lui, est parfaitement à l'aise avec un simulateur, et donc il va vraiment gérer le vol et soulager finalement le stagiaire de toute cette partie purement technique. Et on arrive d'ailleurs à des considérations assez amusantes. Je me souviens très bien d'une session où l'élève pilote, donc, ayant fait sa session, dit à la fin, donc, il est avec un pilote finalement qu'il ne voit pas, hein, puisqu'il est à distance sur son simulateur. Et il me dit, il est vraiment très bon, ce pilote, il a combien d'heures de vol? Et là, je lui réponds, ben, en fait, il en a zéro, parce que lui, c'est même pas un pilote réel, c'est un passionné de simulation. Il pilote très bien ce simulateur, mais il a 0 heure de vol.
Et c'est assez marrant de se faire se rencontrer finalement deux mondes qui parfois s'ignorent, voire, j'ose pas dire se méprisent, mais se regardent avec défiance, hein, des simmers purs avec des pilotes réels. Voilà, et ça c'est vraiment important et ça permet de gommer tout un tas de biais que l'on rencontre si on n'utilise pas. Alors évidemment, les gens, et une fois, visiblement, il y en a ce soir qui sont parfaitement à l'aise avec leur outil de simulation, eux participent en direct et on n'a pas besoin évidemment de partager un cockpit. Les séances qu'on organise, il y a évidemment les possibilités de faire des scénarios. C'est tout l'intérêt d'un simulateur. Alors, le scénario, ça peut être du trafic, ça peut être de la météo, ça peut être des incidents. Alors souvent, on réalise ça en collaboration avec les contrôleurs, hein, qui, eux, nous disent ce qui est intéressant pour eux aussi. Hein, donc, une nouvelle fois, le trafic, ça peut être... Alors ça, on aime bien les fermetures d'aérodromes, parce que ça c'est souvent... c'est assez rare en réel, sauf quand ça arrive, ça pose souvent beaucoup de soucis. Donc, on aime bien fermer un aérodrome ou un aéroport suite à une cause de type un avion en panne ou un crash léger. Ou alors, on a simulé. Alors, on prend souvent des cas réels. C'est-à-dire c'est pas complètement farfelu, hein, ce qu'on fait évidemment. Je me souviens d'un exemple à Grenoble où on avait simulé l'invasion de l'aérodrome par des chevaux. C'était un événement qui s'était passé quelques mois plus tôt. Alors à Chavenay, en ce moment, c'est plutôt les sangliers, hein, mais voilà. On aime bien aussi. Alors, on a un outil qui permet de simuler la météo de manière assez fine et de la faire évoluer. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet notamment de faire se dégrader le temps et de voir comment réagissent les pilotes. Et malheureusement, pour être franc, sur les quelques expériences qu'on a fait dans ce sens, on s'aperçoit souvent que les pilotes maintiennent leur destination, même si la météo se dégrade. Plutôt que de penser à vouloir faire demi-tour et à repartir, bah souvent ils vont chercher à aller à la destination qu'ils avaient prévue, hein. C'est malheureusement un biais qu'on on sait qui est cause d'accidents dans la vraie vie. Alors, on a aussi des outils qui permettent de mettre en panne. Bon, ça, on s'en sert pas trop parce que je trouve que ça rajoute finalement de la difficulté là où c'est pas forcément nécessaire, hein, mais on peut s'amuser à mettre en panne une partie des instruments dans un avion. Un autre aspect qui est vraiment intéressant, et je l'ai découvert au fur et à mesure, c'est qu'en fait, les sessions, alors on organise des sessions avec des périodicités variables, mais c'est qu'avant chaque session, et vous allez voir, on se déplace de site en site, hein, donc on est à Paris, on est à Biarritz, on est à Grenoble, ainsi de suite. Systématiquement, on organise un briefing et un débriefing avec le contrôleur. Le briefing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite réunion qui va durer en général une demi-heure, une heure, où les contrôleurs nous expliquent les particularités du site. Et c'est souvent très intéressant parce que on s'aperçoit, et on le connaît tous par rapport au site où on est basé en général, il y a beaucoup de choses qui se font en pratique qui ne sont jamais écrites dans les VAC. C'est quand même intéressant de les connaître parce que parfois ça a quand même une importance réelle dans le vol. Euh, voilà, et je prends l'exemple par exemple de Grenoble, hein, où on nous explique que c'est intéressant pour éviter la zone P de longer la ligne électrique qui est sur le versant nord du Vercors. Bon, très bien. Bon, déjà ça, c'est pas marqué dans la VAC. Mais c'est quand même intéressant de le voir et surtout après de le simuler. Et ça se simule très très bien. Et c'est un, ça a un véritable intérêt une fois quand on fait le vol en réel, puisque en fait on se rappellera de ce qu'on a fait et on n'a plus qu'à le reproduire. Le débriefing, c'est également très intéressant, puisque, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas en réel, et c'est d'ailleurs ce qui motive, on me demande souvent, mais qu'est-ce qui motive les contrôleurs de venir faire cela? Puisque tout ça évidemment c'est bénévole, hein. Une nouvelle fois on est dans une association, de venir finalement, entre guillemets, travailler en plus de ce qu'ils font déjà par ailleurs. Et en fait, on s'est aperçu au fil du temps que ce qui motive essentiellement les contrôleurs, et Caroline témoignera pour elle-même plus tard, c'est de pouvoir échanger avec les pilotes. Parce que c'est vrai qu'en réel, sauf certains cas particuliers, ben, en fait, c'est assez rare d'aller à la tour, c'est assez rare de faire un débriefing avec un contrôleur. Et parfois, quand on débrief, c'est souvent avec son instructeur au parking. Mais alors, si l'instructeur n'est pas dans l'avion, bah, il n'a pas forcément le contexte. Souvent, ça se fait a posteriori, donc on a perdu des éléments.
Alors que là, ça se fait à chaud et ça permet vraiment un échange intéressant avec les contrôleurs qui vont vous dire, bah voilà, ce que vous avez fait, c'est pas tout à fait ce qu'il aurait fallu faire en réel. Euh, alors c'est vrai pour le site qu'on connaît, mais c'est aussi encore plus vrai sur des sites où on n'est pas basé, hein. Typiquement, quelqu'un qui est basé à Paris et qui va voler à Grenoble, ben il va fatalement faire des erreurs ou en tout cas faire des choses qui pourraient être optimisées. Et c'est ces sessions qui permettent vraiment, une nouvelle fois, d'être briefé et ensuite de débriefer avec les contrôleurs. Et ça, c'est vraiment un gros plus donc des sessions Real Sky. Et on s'aperçoit aussi que le fait d'être en mode réseau, ça augmente la charge de travail des, entre guillemets, des pilotes. Et ça, on retrouve assez bien ce qui existe en réel, hein. C'est-à-dire que on sait tous que si on doit faire de la radio, enfin, si quand on fait la radio ou qu'on doit gérer, je dirais, un trafic soutenu, eh ben, en fait, bien souvent, le pilotage se dégrade, hein, puisque ben, le cerveau est accaparé à d'autres choses. Et voilà, et malheureusement, on se concentre un peu moins sur le pilotage de l'avion. Et ça, c'est assez, on arrive très très bien à le simuler, et ça permet vraiment aux gens de se rendre compte que finalement la charge de travail a vraiment un impact sur le pilotage. Alors comment ça se passe concrètement? Real Sky, donc une alpha réunit tous ces éléments et contribue au réalisme. Alors ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on va construire des décors. Alors, il y a beaucoup de décors aujourd'hui qu'on peut acheter sur le marché, hein. Mais par exemple, là, vous voyez sur la photo de gauche, on a été les tout premiers, je crois, à modéliser l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. C'était il y a une douzaine d'années, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas dans le commerce. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter, hein. Mais ça sera souvent un produit standard, c'est-à-dire assez proche de la réalité, mais vous n'aurez pas forcément tous les détails. Alors, typiquement, là, on voit l'aéroclub de Boulogne, hein, qui a utilisé, enfin, qui utilise encore Rio Sky. On leur avait fait toute leur flotte. C'est toujours plus marrant pour un élève pilote ou un pilote d'un aéroclub bah, de voler sur l'avion auquel il est habitué. Et puis au passage, ça flatte souvent l'ego du président de voir ses avions voler en simulation. Un autre gros plus de Real Sky, c'est que dans notre équipe, on a des développeurs de décors qui vont venir rajouter la petite touche qui fait la différence en termes de simulation. Je prends un exemple concret, hein. Aujourd'hui, dans Flight Simulator, vous avez effectivement des décors très aboutis, mais vous n'avez pas tout, hein, puisque bon, ce sont quand même des systèmes en partie automatisés, et donc fatalement, ils n'auront pas tous les détails. Et sur l'exemple de droite, vous avez des add-ons, hein, donc des compléments, pour utiliser un terme français, qu'on avait développés dans le cadre de sessions qu'on organisait sur le golfe du Morbihan, et notamment dans la photo du milieu. Alors, je sais pas si on voit pas mon pointeur là. Je sais plus comment on fait pour avoir le pointeur, mais c'est pas très grave. Sur la photo sur la photo de droite, au milieu, vous voyez un petit rocher, au milieu de la mer. Bon, ça paraît complètement anodin, mais je sais pas si certains d'entre vous sont habitués et volent régulièrement à Quiberon, mais quand vous allez à Quiberon et que vous interrogez les gens locaux, entre guillemets, ils vous disent, si vous voulez bien faire votre vente arrière, être bien positionné, le meilleur moyen, c'est de survoler le rocher qui est en face du port. Bon, très bien. Sauf que quand vous allez voir le simulateur classique, bah, ce rocher, il n'existe pas, évidemment. Et donc, nous, Real Sky, on a développé ce petit plus qui permet ensuite aux pilotes qui participent à nos sessions, ben, voilà, de faire une vente arrière parfaite à Quiberon. Pareil, hein, toujours sur la photo droite, à l'extrême droite, on voit un Super U. Alors, je ne sais pas si certains connaissent ce Super U en question, mais c'est le Super U qui est dans la montée initiale face à l'est, à Belle-Île. Pareil, là, on nous avait dit, voilà, quand vous décollez à Belle-Île, il faut absolument virer avant le Super U. On avait été, voilà, évidemment, le Super U n'existait pas dans le simulateur. Donc, on est venu rajouter ce Super U pour que, voilà, quand on fait des sessions à Belle-Île, bah, les gens aient un vrai repère qu'ensuite ils vont retrouver en réel. Alors, le gros gros plus, une nouvelle fois, de Real Sky, c'est la radio et surtout le fait que le contrôle aérien est assuré par les véritables ATC. Alors, quand on dit les véritables ATC, c'est-à-dire que ce sont des ATC de la DGAC, mais en plus, ce sont les ATC des sites en question. Et d'ailleurs, si vous demandez à un ATC de contrôler une zone qui n'est pas la sienne, en général, il va refuser parce qu'en fait, il n'est pas à l'aise, il connaît pas et voilà, il veut vraiment faire ça de manière professionnelle. Donc clairement, on a un contrôle professionnel et
pour avoir fait le pseudo-contrôleur, je peux vous garantir qu'au bout de 2 avions, bah, c'est fini, hein. On n'a plus les compétences pour faire ça. Euh, le gros intérêt d'avoir les contrôleurs, les véritables contrôleurs, c'est que vous avez les vrais messages. Et on sait tous que bah, c'est pareil, hein, au-delà de la phraséologie standard, il y a toujours des messages particuliers par site. Et c'est quand même intéressant de pouvoir les restituer en simulation. Ça aussi, comme je le dis sur mon slide, un effet subliminal. Alors ça, c'est une expérience que j'avais mise en évidence dès le début. Et je peux citer l'exemple, c'était assez rigolo. On avait donc commencé à Lannion, pour être tout à fait franc. Les premières expériences, c'était à Lannion, qui avait investi dans un simulateur qui était plutôt correct, hein. C'était une belle machine, et qui avait formé quelques pilotes. Donc les gens savaient se servir de simulateur. Voilà, et donc on monte une des premières, hein, sessions Real Sky. Donc le pilote s'installe, et il me dit, je fais quoi? Je dis, bah, vous faites quoi en réel? Bah, je démarre mon avion. Bon, bah, allez, démarrez votre avion. Donc il démarre son avion. Ensuite, il me dit, bah, je fais quoi? Je dis, bah, vous faites quoi en réel? Il me dit, bah, j'appelle la tour pour demander à rouler. Je dis, bah, appelez la tour, hein. Bon, donc là, il prend son casque, il appelle la tour, et ça, il s'y attendait pas du tout. Et c'est la contrôleuse qu'il avait l'habitude d'entendre qui lui répond, et qui lui dit, bah, qui lui donne son instruction. Et là, il me regarde avec des yeux tout ronds, il me dit, mais je parle à la tour, là? Je fais, non, parler à la contrôleuse, mais aujourd'hui, elle n'est pas dans sa tour, elle est juste là au-dessus de vous. Mais je l'ai vu tout de suite. En fait, là, on n'était plus du tout en train de jouer, hein. Le simulateur a parfois une connotation de jeu, hein, parce que c'est vrai que parfois on s'amuse à faire des choses qu'on ne peut pas faire en réel avec le simulateur. Mais là, dès que vous avez les contrôleurs, et notamment les vrais contrôleurs avec les pilotes, qui sont des pilotes basés, reconnaissent la voix, clairement, ça a un effet. C'est complètement subliminal une nouvelle fois, mais c'est vraiment, ça change complètement la donne. Et d'ailleurs, et j'ai vu que dans la liste des participants, il y avait quelques membres de Real Sky. Certains me disent qu'ils sont aussi stressés quand il s'agit de faire un vol de Real Sky qu'en réel. Donc cet aspect contrôle aérien par des pros, ça change vraiment, vraiment le contexte. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. Voilà, donc aujourd'hui, on a une vingtaine d'ATC qui collaborent avec nous. C'est vraiment très, très sympa. Une fois, tout ça, c'est bénévole et ça nous permet bah, de couvrir pas mal de zones, hein. Alors évidemment, Paris, hein, Paris-Ouest, Paris-Est. On couvre également donc Grenoble, pardon, les Alpes, c'est-à-dire Grenoble, les deux aéroports de Grenoble, Chambéry. Donc ça permet de faire des belles triangulaires en montagne. On a aussi des participants donc dans le sud-ouest, hein, Biarritz, sur toute la zone de Biarritz. Là aussi, c'est assez intéressant de voler là-bas. Le golfe du Morbihan, comme je l'évoquais, hein, donc Vannes, Quiberon et Belle-Île. Là aussi, c'est des sites sympathiques et ça permet de préparer des navigations quand on est à Paris et qu'on veut aller dans le golfe du Morbihan. C'est toujours sympa de s'entraîner avant, et comme ça, le jour où on y va en réel, bah, on est vraiment moins dépaysé. On a également Lille, et vous verrez, on a aussi les Anglais. C'était un gros plus de Real Sky. J'ai réussi à faire adhérer des pilotes, des contrôleurs, pardon, des, du Channel, donc à savoir des îles anglo-normandes. Alors, comme je l'évoquais, donc on a deux modes de participation, soit le mode double commande, où une fois on est un petit peu une sorte de navigateur, c'est-à-dire qu'on pilote pas l'avion, on n'est pas perturbé, mais on se concentre vraiment sur la radio et la navigation. Et ça permet, une nouvelle fois, vraiment d'éviter le biais de la personne qui a du mal à utiliser un simulateur ou le mode pilotage direct, hein, c'est-à-dire, ben voilà, vous maîtrisez parfaitement l'outil, vous êtes chez vous et vous pilotez votre avion. À la différence de ce que vous faites souvent en solo, ah ben là, vous êtes en fait avec d'autres pilotes, avec un contrôleur, et donc c'est un petit peu différent. Enfin, c'est vraiment très différent d'ailleurs. Il y a quelques outils complémentaires qu'on a développés, alors qui sont utilisés ou pas, notamment l'enregistrement, donc détailler des paramètres de vol. Alors, ça permet de faire certaines observations, hein. Là, on voit sur l'exemple, alors, on intègre la vitesse, mais ça, aujourd'hui, la plupart des simulateurs se connectent assez bien aux tablettes, donc on a cette info indirectement. Mais on arrive à tracer aussi d'autres choses, hein, comme l'ouverture, enfin, la sortie ou la rentrée des volets. Ça permet notamment de voir, voilà, si le pilote, effectivement, n'a pas sorti les volets alors qu'il était encore à plus de 102, enfin, ou une vitesse en tout cas qui ne permettait pas ça. Euh, voilà, ça permet de suivre des éléments. Et vous verrez, on enregistre la plupart de nos sessions en vidéo, ce qui permet ensuite vraiment un débriefing intéressant, hein, et notamment de voir un petit peu toutes les erreurs phraséologie.
Alors, ça, c'est un peu le leitmotiv, et j'aime bien le citer, et c'est pour ça que je me suis permis de l'encadrer, hein. RealSky ne permet pas d'apprendre à piloter. Ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à piloter un avion avec un simulateur de table. Mais par contre, je considère en tout cas, notre message, c'est de dire que ça permet d'apprendre à voler. On va dire, c'est quoi la différence ou la nuance entre piloter et voler? Bah, piloter, c'est piloter un avion. Voler, c'est faire de la phraséo, c'est faire une navigation qui sera propre. Voilà, et c'est effectivement faire une stratégie qui tienne la route. Et donc, les utilisations que nous, on en a, une nouvelle fois, on n'apprend pas à nos élèves à piloter un avion avec RealSky, mais par contre, on va les faire travailler des environnements complexes. Vous êtes essentiellement parisien, si j'ai bien compris. Moi, on connaît tous la complexité de voler à Paris. Bon, d'ailleurs, qui est en train de s'étendre en province, mais ça permet notamment, bah, voilà, de faire des suivis de trajectoires précis. Et ça se fait très très bien en simulateur. Ça permet de gérer des situations inhabituelles. Vous verrez dans une des vidéos que je vais vous présenter après, une situation inhabituelle à Jersey, en plus, en anglais. Et ça permet effectivement de faire la phraséologie en anglais. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que je dis souvent aux gens, attention, passer le SCL, que ce soit à niveau 4, 5, bon, et 6 évidemment, vous ne mettez pas à l'abri de surprise une fois que vous allez vous pointer en Angleterre, parce que vous allez voir que le niveau est souvent bien plus élevé que ce qu'on a pu avoir lors du test. Et là, vous êtes dans l'avion et il faut prendre des bonnes décisions et surtout comprendre ce qu'on vous dit. Et vous allez voir l'exemple d'ailleurs assez typique, hein, de Français qui débarquent à Jersey. Voilà, simulateur compatible, bon là je vais passer assez rapidement, mais on est compatible avec les trois grandes références, hein. Donc quand il est compatible, c'est-à-dire qu'en fait chacun peut utiliser le simulateur qu'il souhaite, hein, ou auquel il est habitué, et en fait on vient rajouter les briques une nouvelle fois autour de ce logiciel pour permettre bah, la radio, le mode réseau, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un petit peu la présentation donc, de Real Sky. Maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer des vidéos de sessions réelles pour que vous compreniez vraiment comment ça se passe et ça permet une nouvelle fois d'avoir une très bonne vision de Real Sky. Donc on va essayer de passer une petite demi-heure là-dessus, un petit peu moins. Et donc je vais commencer par quelque chose d'assez rapide, qui est un très bon exemple. Alors, j'espère que ça va marcher pour le son. Donc alors ça c'est une session donc de préparation au FCL 55 qui a été faite par l'une de nos pilotes brevetés il y a quelques années, hein, je crois que c'était en 2018. Donc là, c'est une séance individuelle. L'ATC en question, que vous allez entendre, n'est pas un ATC professionnel, c'était en l'occurrence son formateur en anglais. Donc c'était plus un prof d'anglais pilote, et qui pour le coup, là, jouait l'ATC, mais elle était toute seule, donc c'était assez facile, il n'y avait pas de notion de gestion de trafic. Et là, une nouvelle fois, cette pilote ne connaissait pas vraiment le simulateur, donc on l'avait mis en cockpit partagé, ce qui fait qu'elle ne faisait vraiment que la navigation et la radio. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille en anglais, c'est de faire ce que j'appelle le double collationnement, c'est-à-dire en fait s'assurer que le pilote a bien compris le message en anglais, en le faisant traduire en français à l'autre pilote, puisque là on est en cockpit partagé, donc en fait, vous allez voir, elle vole avec quelqu'un qui pilote son avion à distance. Et donc, elle fait les messages en anglais et elle reçoit l'éclairance du contrôleur et les traduit en français au pilote pour qu'il les exécute. Et donc, ça permet de s'assurer qu'effectivement, elle a bien compris. Vous verrez dans un autre exemple qu'on a un peu plus tard que parfois le pilote collationne quelque chose qu'il n'a pas compris et on s'en aperçoit assez vite parce qu'en fait, il va faire quelque chose qui n'était peut-être pas du tout ce qui lui était demandé. Et ça, c'est assez fréquent, malheureusement, dans les vols en anglais. Alors, j'espère que la vidéo va marcher. Affirm we have the island in sight, Fox, Bravo, Quebec. Heading left 250 degrees. Fox, Bravo, Québec. Faut que tu descendes à 1500 pieds et prendre le cap 250, s'il te plaît, Pascal. Turning left, heading 300 degrees, Fox, Bravo, Québec. Virage à gauche, cap 300.
lighthouse inside Fox Bravo Quebec. Voilà, donc vous voyez ce que ça peut donner en anglais, hein. Une nouvelle fois, là, il n'y a pas de notion de simulateur. Enfin, en tout cas, le stagiaire, la pilote en question, ne pilote pas du tout l'avion. Donc, elle n'est pas du tout perturbée par ça. Elle se focalise vraiment sur l'atelier en question, à savoir la phraséologie et gérer sa navigation, hein. Pour ceux qui sont à la Jersey, hein, vous savez que on vous demande souvent de vous reporter Southeast Corner, ensuite Corbière Lighthouse, ainsi de suite. Et ce qu'on a vu, hein, dans la séquence ici. Et ça, c'est vraiment intéressant à travailler en simulation, puisqu'une nouvelle fois, déjà, ça vous permet de vérifier, et vous allez voir dans la vraie simulation avec des contrôleurs réels, de vérifier déjà que bah, vous êtes à l'aise sur la phraséologie, et puis bah, que voilà, vous savez vous reporter sur les bons points. Alors, je vais essayer de passer à la slide suivante. Voilà, deuxième exemple. Alors, c'est une session, ce que j'appelle un aéroclub. Donc là, pareil, on est en cockpit partagé, hein, pour soulager le stagiaire du pilotage. Et là, donc, on travaillait de mémoire, c'était sur Paris-Est, hein, donc on se baladait entre Logne et Meaux, ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible, c'est de faire venir les contrôleurs, ou en tout cas le contrôleur du site, pour les séances dites locales. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet souvent de démystifier un petit peu, notamment pour la partie briefing et débriefing, surtout pour la partie débriefing. Voilà, en fait, les pilotes ou les élèves pilotes voient les contrôleurs qu'ils ne voient pas forcément dans la vraie vie. Et il y a un vrai échange qui est assez enrichissant, et qui était un vrai plus, honnêtement, dans l'assimilation de ce qui est donc enseigné lors de ces sessions. Alors, je vais vous passer la vidéo. Pas de souci, eh bien vous désirez quel parking? Ça avant 0,90 degrés, 4 nœuds. Fox Golf Zulu Golf Papa, un PA28, deux personnes à bord pour des tours de piste sur le parking à côté de la tour. Fox Golf Papa. Fox Golf Papa en sortie zone quitte la fréquence. Je quitte, au revoir. Merci, il y a peut-être un peu de retard avec le radar. Et donc c'est un peu avant les lignes de tension d'ailleurs, pardon, pour rejoindre le traversier. Bravo Yankee, rappelez-moi avantage. Ok, il s'en fout. Golf Papa, piste 08 dur, autorisé décollage dans 0,90 degrés 8 nœuds. On rappelle en finale numéro 8 sur le Golf Papa. Vous répétez s'il vous plaît. Je rappelle sur l'autoroute, 1200 pieds. Vertical Echo, 1200 pieds, transpondeur 34, 39. 37, 37. 37, 3 unités le transpondeur. Voilà, donc on passe à l'exemple suivant. Là, on est parti à Grenoble. Vous allez voir, on va faire un petit vol entre Grenoble et Chambéry. Alors, j'ai pris que des extraits, hein, puisque c'est quand même relativement long. Alors là, je suis en cockpit partagé, et donc c'est moi qui fais en partie la radio, et je suis avec un instructeur local. Donc là, c'est un pilote breveté, instructeur montagne, qui connaît parfaitement la zone, et donc bah, qui va plus ou moins m'expliquer un petit peu les particularités du site. Et j'avoue, j'y suis allé quelques temps après en réel, et c'était vraiment intéressant d'avoir fait cette simulation, puisque notamment la gestion de Chambéry, quand on arrive par le sud, c'est toujours intéressant de le simuler. Ça évite de faire des grossières erreurs.
Alors, je vous passe deux extraits. Le départ de Grenoble-Versou, une nouvelle fois avec les vrais contrôleurs, hein, enfin la vraie contrôleuse, en l'occurrence Hélène, qui nous rejoindra d'ailleurs peut-être aussi plus tard sur la session. Et l'arrivée à Chambéry. Bon, c'est parti. Ah, c'est pas la bonne qui est partie, évidemment. Uniforme Roméo numéro 1, nous rappellerons en finale 04 dur, main gauche. Voilà, donc on est maintenant prêt pour le départ. Donc le départ au Versou, il y a une procédure anti-bruit donc qui va nous conduire à altérer notre cap après le passage du seuil 22 de la piste en herbe, hein, de 6 degrés vers la gauche pour des raisons de diligence. Voilà. Et on montera à suivre à 3000 pieds pour le transit vers Chambéry. Parfait, ça marche. La tour, bonjour, bonjour, Foxtrot, Echo Juliette, Echo Unité prêt au départ. Foxtrot Echo Juliette, rebonjour, alignez-vous, piste 04 dur, autorisé décollage, vent 030 degrés du nord. On s'aligne, autorisé décollage 04 dur, Foxtrot, Echo Juliette. L'over sud de Fox Golf Alpha Victor Novembre, bonjour. Fox Golf Alpha Victor Novembre, le Versou Tour, bonjour. Fox Victor Novembre, under 400, une personne à bord en provenance de Chambéry à destination de vos installations. À 4 minutes du point Novembre Echo pour quelques tours de piste et un départ vers Grenoble. Fox Golf Alpha Victor Novembre, rappelez à Novembre Echo. Trafic, départ de la 04 dur en route vers le nord-est. Fox Victor Novembre, je rappelle au point Novembre Echo, j'ai pas entendu toute la conversation. Fox Victor Novembre, trafic un Beach 36 au départ de la 04 dur en route vers le nord-est. Entendu, trafic, voilà, attention entendu. Voilà, on ouvre légèrement à gauche. Uniforme Roméo, issu du toucher, ce sera un départ vers Grenoble-Isère. Uniforme Roméo reçu. Voilà, donc ça c'était le départ du Versou. Et maintenant, donc, on va voir arriver à Chambéry, si tout va bien fonctionner. Bravo, en route Fox Echo Juliette, rejoignez la longue finale piste 36, contactez-moi sur la tour 118,3. On rejoint la longue finale pour la 36 et on vous rappelle sur la tour 118,3 pour Foxtrot Echo Juliette. Chambéry du tour, Foxtrot Fox Echo Juliette, la tour rebonjour. À l'issue du toucher, ça sera un vol quelle destination? à l'issue du toucher, ça sera un départ vers Foxtrot Machira, Reçu Echo Juliette, numéro 1, rappelez finale piste 36. Voilà, on rappelle le final 36. Fox Oscar Echo, contactez-moi sur l'info 123 décimal 7. Fox Oscar Echo, Chambéry. Voilà, donc là on essaye d'éviter un petit peu la ville, hein. Bon, on ne peut pas faire grand chose de toute façon, pour aller rejoindre la longue finale 36. Ouais, c'est quand même assez urbanisé, on n'a pas beaucoup de choix en fait. Chambéry, le Oscar Echo. Oui. Oscar Echo, je vous reçois maintenant. Vous êtes sur l'info 123 décimal 7. Si on avait une panne moteur, ça serait un peu compliqué. Affirme, j'ai passé Sierra Whisky. Reçu Fox Oscar Echo, rappelé en sortie de TMA. Je rappelle la sortie de Théma, Oscar Echo.
Juliette numéro 1, piste 36, autorisé toucher, le vent 0,30 degrés 8 nœuds. Et quel sera votre point de sortie? Alors, on est autorisé toucher 36 Foxtrot Echo Juliette et notre point de sortie, si possible, Sierra Whisky. C'est reçu, Fox Echo Juliette, eh bien, rappelez Sierra Whisky. On rappelle Sierra Whisky, Foxtrot Echo Juliette. Chambéry Tour, bonjour de Foch Golf, India Uniforme Sierra. Fox Golf India Uniforme Sierra, Chambéry, bonjour. Bonjour Inder 400, on est à 2500 pieds à 3 minutes de Sierra Mike à destination des installations avec l'information hôtel, si j'ai bien saisi. Le Fox Uniforme Sierra, quel était le terrain de départ? Je proviens du Versou, Uniforme Sierra. Fox Uniforme Sierra, QNH 1013, transpondeur 7755 et rappelez Sierra Bravo. Je transponde 7755 et rappellerai en Sierra Bravo, Fox Uniforme Sierra. Vous touchez bien, bravo. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on arrive sur le lac. Hein, bon, on aura peut-être besoin d'un gilet de sauvetage, là, si jamais. Mais là, on va virer à droite pour aller monter dans l'avance arrière et puis rejoindre le point de Sierra Whisky. Et un très beau. Voilà, donc vous voyez, c'était assez intéressant de faire ça avec un pilote local, fortiori instructeur, hein, puisque j'ai pu récupérer pas mal de conseils pour voler entre Grenoble et Chambéry. Uniforme Roméo numéro. Alors là, on est parti à Lille. Je regarde le timing, on est plutôt dans le timing. Alors, je vais vous montrer. Alors là, on est plutôt en statique et vous allez voir, c'est typiquement une situation qui va arriver en mode réseau. Je me retrouve coincé derrière un avion qui met beaucoup de temps à faire cesser ses moteurs. Je finis par m'impatienter, à demander au contrôleur si je peux aller sur un autre point d'arrêt. C'est assez drôle. Et ça, c'était pas du tout prévu, hein. Ce qui est assez intéressant et on le simule plutôt bien, comme je dis souvent, en fait, dès que vous avez une dizaine de pilotes, vous avez même plus besoin de construire un scénario, il va se construire tout seul avec, je dirais, la pagaille qui peut facilement se générer, hein. Il suffit que, alors, je vous montre l'exemple. Alors, une fois, on est plutôt en statique, mais c'est assez intéressant à voir comment ça peut se passer. APP, thank you. Le pilote en question, c'est un Bulgare, hein, qui vole d'ailleurs chez nous, enfin, chez Paris Flight Academy. Voilà, et donc là, il est coincé au point d'attente. Et nous, on est derrière, on attend. Bah, faudrait qu'il avance surtout. Hein. C'est bizarre que le point d'attente... Enfin, il attend pas au point d'attente, enfin, c'est pas possible. Non, il est un peu derrière aussi. Point d'attente, il est en... Oui, il est 100 mètres derrière. Voilà, et là, vous êtes comme dans le réel, vous attendez. Voilà, vous savez pas trop ce qui se passe, mais vous attendez. Sinon, on va demander à rouler à l'autre point d'arrêt. Et puis, vous finissez par vous impatienter, comme dans le réel. Ouais, bah, si lui il bouge pas, on peut demander Tango 2. Hein. Le Charlie Orienté.
le sol, pardon. Fox Bravo Yankee, j'écoute. Vivement, un avion en Tango 3 qui a beaucoup de temps pour faire ses essais. Je proposais de poursuivre sur Tango 2 jusqu'au est prêt. Je ne sais pas si vous avez en fréquence. Il est en contact avec la tour. Je pense que d'ici une dizaine, quinzaine de secondes, il sera parti. Comme vous le souhaitez, vous pouvez maintenir Tango 3, attendre le départ de la machine, ou rouler pour Tango 2 à votre convenance. On va être patient. Je vais bouger. On va attendre. Oui, ok, il bouge, effectivement. On va mon expérience. Au point d'attente juste derrière lui. Foxtrot Bravo Yankee, maintenez avant point d'attente Tango 3, contactez la tour 118 décimale 550. Avant Tango 3, on maintient le point d'attente et on contacte la tour 118 décimale 550. Foxtrot Golf Charlie Yankee. Ok Alain, bon bah écoute, si on est prêt, on va passer sur la tour 118 550. Fox Oscar Echo. Oscar Echo. Fox Oscar Echo, un trafic d'environ 11h03 nautiques qui fait vers l'ouest, un HR 200, même altitude. Pas visuel sur le trafic, Oscar Echo. C'est bon pour toi Alain? C'est la tour? On est prêt? Oui, affirme. Dis le tour, bonjour. Voilà, donc vous avez vu un petit peu, ça c'est typiquement du Royal Sky, hein, c'est-à-dire qu'on doit gérer le comportement d'un autre avion qui en l'occurrence voilà, mettait beaucoup de temps à faire des essais moteurs, ce qui arrive assez souvent aussi en réel. Dernier petit extrait qui est beaucoup plus court sur l'île, là c'est plus pour montrer un petit peu l'intérêt touristique, hein. Alors là j'avais la chance de voler avec une personne qui connaissait très très bien la zone, qu'à l'occurrence, qu'à l'inverse moi je ne connaissais pas du tout, et il me fait quelques commentaires, notamment sur la piste. Donc Fox Tango India, confirmé que vous êtes prêt au départ? Bon, voilà, pour ceux qui nous suivent, on survole la piste de ski. Fox Tango India, depuis Tango 3, alignez-vous piste 26, autorisé décollage, le vent 200 degrés 8 nœuds. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait une piste de ski sur un terril dans le Nord, ce que je ne savais pas, pour être franc. Et on repère quand même les alignements de maisons typiques des corons. Ouais, c'est clair. Là, c'est la ville de Neuilly-les-Mines. Et en l'occurrence, bah, c'est là qu'habitait mon grand-père, tu vois. Ah, c'est pour ça que tu connais bien. Ouais, effectivement. Ah, bah, j'y ai vécu 25 ans quand même. D'accord. Alors, si tu regardes à 1 heure, on a encore d'autres terris qui apparaissent. Qui sont les terris d'Alicourt, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Ouais, on les voit. Oui, c'est vraiment intéressant le cockpit partagé. Et puis là, pour le coup, on n'était évidemment pas ensemble, hein. Le pilote habite à Rouen, moi je suis à Paris, et on partage un vol et ça se passe comme dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire on discute, hein, et ça, c'est vraiment un gros plus de Real Sky, hein. On est très très proche de ce qu'on peut faire en réel. On passe à la suivante. Si. For APP, thank you. Donc Fox Tango. Voilà, alors celle-là, c'est ma préférée. Là, on est donc à Jersey. À Jersey, et on avait la chance d'avoir les véritables contrôleurs. Et vous allez voir, ça pique les oreilles. Alors la vidéo est un petit peu plus longue, je crois qu'il y a 7 minutes. Et vous allez un petit peu entendre les Frenchies qui débarquent à Jersey. C'est assez folklorique, hein, et c'est assez proche de ce qu'on peut entendre en fréquence en réel. C'est parti. Alors, vous pouvez vous amuser à écouter et à repérer les erreurs, c'est assez intéressant. Dans la vidéo, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on est au-dessus de la mer, donc on voit pas grand-chose, mais c'est surtout ce qu'il faut écouter, c'est le dialogue du pilote et des autres pilotes, hein, puisqu'il y a plusieurs avions, et voir un petit peu, et essayer de repérer les erreurs qu'ils font éventuellement. Final, contact Jersey Tower, 119.455. Fine. Delta Fox with Jersey Tower.
Jersey Tower from Fox Hotel Papa Alpha Fox. Foxtrot Hotel, Papa Alpha Foxtrot, Jersey Tower. Good afternoon. Runway 08, clear to land. The wind 8010 knots. Foxtrot Alpha Fox, field in sight. Will report final. Foxtrot Alpha Foxtrot, Roger. You are clear to land on runway 08. The wind 8010 knots. Foxtrot Bravo Yankee, contact Jersey approach 120.305. Say again, please. Fox Bravo Yankee, contact Jersey approach 120.305. 120.305, Foxtrot Bravo Yankee. Foxtrot Alpha Fox, long final, runway 08. Roger, you are clear to land 08010 knots. Foxtrot Alpha Fox, clear to land, runway 08. Jersey approach, Foxtrot Bravo Yankee. Foxtrot Bravo Yankee, Jersey approach, good afternoon. Continue VFR, not above 1,000 feet, report at the southeast corner. Not above 1,000 feet, will report southeast corner, Foxtrot Bravo Yankee. Foxtrot Bravo Yankee, traffic information. There is Cessna 172 joining from the south. I have no radar contact with him. He is routing to Corbière, not above 1,000 feet. Copied the traffic, Foxtrot Bravo Yankee. Vous allez voir que le contrôleur leur réserve une petite surprise. Foxtrot into Juliet, do you have a DME distance from Jersey? Foxtrot into Juliet, do you have a range from Jersey? Yes, India Victor, I am 5 minutes from Corbière, 1,000 feet. Foxtrot into Victor, thank you. Report at Corbière. I will report at Corbière, India Victor. You still can't see me on your radar? I'm afraid not. Okay. Normally that would mean you wouldn't be able to come, but we'll carry on. Foxtrot Uniform Romeo, vacate convenient right, taxi to Gamma Aviation, Eastern April. Foxtrot Alpha Fox, runway 08 vacated. Good. Foxtrot Alpha Foxtrot, taxi to Gamma Aviation. Jersey Tower, could you check again on your radar, please, for India Victor? I've got something where you are. It's coming up Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra Alpha. Okay, so that's me, indeed. Okay, no problem. Have you identified on radar now? Okay, thanks. Foxtrot Bravo Yankee, report passing St. Catherine's Breakwater. Tu dois avoir la mauvaise immatriculation, c'est pour ça qu'il te voit pas. Ouais, alors d'une part, et puis d'autre part, j'avais le serveur. We report passing, say again, please. St. Catherine's Breakwater, the northeast corner. Northeast corner, yes, Castle, yes. We'll report passing Castle, Bravo Yankee. Ouais, c'est correct, Olivier. Bon, voilà, donc en fait, j'avais pas activé une fonctionnalité d'un des logiciels tiers, là, le contrôle me voyait pas. Enfin voilà, là il me voit, pas avec la monimat, mais il me voit. Donc on est en dessous des 1000 pieds. Jersey Tower broadcast, due to incident with a drone overhead Jersey Airfield is closed as of this moment to all traffic. Stand by for further instructions. Bon voilà,
Là, on a une... Copy Jersey Tower. Copy from Foxtrot, India Victor, what? India Victor, Roger, what are your intentions? I wanted to land in Jersey, but if it's not possible, I can fly around Jersey, for example. Yeah, if you wish. I do not know how long it is going to be. The police are looking for the drone pilot, but at the moment the airfield is closed. Okay, so is it possible to fly around Jersey clockwise? Foxtrot, India Victor, I can send you anti-clockwise, so make a right turn towards the southeast corner. Okay, right turn to southeast corner for India Victor. Foxtrot, Bravo Yankee, are you intending to continue around the island for the time being? Foxtrot, Bravo Yankee will continue to fly around the island 2 minutes from the castle corner. Okay, that's understood. As I say, I do not know how long it will be, so what is your endurance? For the moment, I plan to continue the flight as intended. Yeah, that is understood, but it may be 10 minutes, it may be 4 or 5 hours before you can land, so just ensure that you have sufficient fuel. Yes, such have enough fuel. We'll flight 1 or 2 rounds. Voilà, donc vous avez vu, c'est quand même assez intéressant, puisqu'en plus on avait resimulé une situation alors tout à fait réelle, puisque c'est les contrôleurs qui me l'avaient suggéré, ils avaient été perturbés quelques jours avant par un drone, voilà, et donc ils avaient été obligés de suspendre le trafic. Donc on s'est dit que c'était plutôt marrant à reproduire en simulation. Bon, vous avez vu que voilà, ça pique un peu les oreilles, hein, et que ça n'a pas grand-chose à voir avec la première vidéo. Et vous voyez aussi qu'en fait les pilotes font souvent des erreurs. Alors, les contrôleurs sont sympathiques, ils nous aident, hein. Et vous avez entendu l'un des premiers messages où le pilote était autorisé à atterrir et en fait il dit je vous rappelle quand je vois le terrain. Le contrôleur dit mais non, vous êtes déjà autorisé à atterrir, donc tout va bien. Voilà, une dernière petite vidéo et on va pouvoir conclure et passer aux questions. Alors ça dure pas très longtemps, mais ça vous montre un simulateur qui est particulièrement impressionnant, hein, qui est à l'aéroclub de Versailles, donc à Saint-Cyr-l'École, où là vraiment l'ergonomie par contre est à son maximum, puisqu'en fait ils ont reproduit un DR400. Ils ont même pris un DR400, une cellule, et qu'ils ont interfacé avec un simulateur, et ça donne quelque chose d'assez fabuleux. On va quand même le mettre sur 10. 12-10. Comme ça on aura 12-10. Je sais même pas si on peut le mettre. Si. Allez, 12-10. Voilà. Allez, on y va. Hop, tu peux y aller. Allez, finis par accélérer. Et tu roules 29 gauche. D'accord. Allez, tout. Wow. C'est lui qui fait. L'instrument de basse, ça vient un peu. Oula, bah oui, je m'en repère. Bon, allez. Ouais, voilà. Donc on va faire les moteurs ici. Mais comme ça tu fais un tour ici, on fait les essais moteurs. Ça tourne un peu la vision comme ça. Ouais. Alors le truc c'est que ça fait exactement comme sur le Kilo Lima. Alors moi je te reçois... Non, ça veut dire que le château d'eau qu'on a juste à gauche, là, à la bordure de l'écran, c'est Bazinville, Rambouillet, tout ça. Ouais, Rambouillet, c'est plus par là. On a fait 5 minutes au moins, donc... Voilà, t'as la RN12, après t'as Gambet, là t'as Gambet, t'as la queue les Yvelines, ça va, ouais. Il n'y a pas de souci, on rappelle finale piste 29 gauche en courte Fox Sierra uniforme. Ouais. Comme des atterrissages piste 29 gauche Fox Sierra uniforme.
c'est pas évident. Ouais. Et puis il n'y a pas un retour de force dans le dégage à gauche ici, juste là. Juste là. Voilà, là, c'est vraiment très impressionnant en termes d'ergonomie. Et pour la petite histoire, en fait, ce qui est assez surprenant aussi, dans le réalisme ultime, c'est qu'on a même l'odeur du DR400, hein, donc, assez caractéristique, hein, qu'on connaît tous. On va quand même le mettre sur 10. Alors, Comme ça. Voilà, donc je pense que ces petites vidéos vous ont permis de voir un petit peu ce que c'était Real Sky. Alors, je vais partager un petit peu un retour d'expérience, hein, au travers des différentes sessions. On en a fait un grand nombre, hein, en 10 ans, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs aéroclubs qui utilisent notre outil. Alors, il est clair que, comme je disais au départ, avoir les contrôleurs, et vous l'avez vu un petit peu dans ces vidéos, ça change complètement le contexte, hein, puisque je dirais ça rajoute du stress, ça rajoute du réalisme, et c'est vraiment un gros plus. Il y a un réel bénéfice dans les briefings et débriefings avec les ATC. Alors, je ne sais pas si, Patrick, est-ce que tu as vu passer Caroline depuis? Est-ce qu'elle est avec nous ou pas? Si oui, on pourrait lui donner la parole. Elle était avec nous tout à l'heure, oui, on peut lui donner la parole, oui, oui. Ouais, éventuellement, c'est peut-être le moment, hein, si elle veut faire un petit peu un feedback vu de Caroline, quand tu veux. vu de sa tour. Bonsoir, vous m'entendez, c'est bon? On Très t'entend, bien. c'est parfait. Bonjour Caroline. Bonsoir. Bah, après retour d'expérience, voilà, tu as déjà abordé pas mal de sujets dans la présentation. Où effectivement, quand tu nous demandais de préparer notamment les ATIS ou quoi, avec voilà, un objectif pour la session, voilà, on peut cibler les séances Real Sky sur des pratiques locales, sur la région parisienne, hein, qui est quand même très dense, très particulière et qui peut effrayer les pilotes. On peut faire aussi des petites choses comme on a la petite directe avec Saint-Cyr. Voilà, il y en a qui Mm, n'osent pas forcément la faire en réel. Et ben, c'est quelque chose qu'on a pu faire plusieurs fois tout à fait. en Real Sky avec Alexandre qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, sur la dernière vidéo. Mm. Pratiquer l'anglais. Alors, j'ai pas le niveau de mes collègues de Jersey, hein, mais bon, ça permet aussi de pratiquer un petit peu l'anglais. Ça permet de pratiquer aussi, bah, notamment, nous, on a des pistes en herbe et comme tu l'as évoqué, on a nos chers sangliers qui sont venus nous visiter dernièrement. Et voilà, là, on a les deux pistes bien animées, donc le terrain fermé pour une petite durée. Ben voilà, ça permet effectivement pour les aéroclubs de garder un entraînement, de travailler peut-être des cas particuliers. Et par contre, voilà, ta dernière ligne, là, le réel bénéfice des briefings et des briefings, nous, vraiment, on favorise ça à Chavenay, c'est l'échange entre pilote et contrôleur. Déjà, quand un pilote rencontre un contrôleur, il voit bien qu'on est comme lui, on est humain, deux bras, deux jambes, et déjà, ça enlève énormément de peur de prendre la parole et de parler à la fréquence. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ces échanges, ces discussions, mais pourquoi vous faites comme ça? Et le fait de savoir bah, comment l'autre travaille, bah, on gagne énormément en efficacité et ça enlève une énorme dose de stress au pilote, quoi. Ouais, effectivement, et ces rencontres, et tu le dis, hein, et c'est pour ça que quand on fait des sessions locales, j'essaie dans la mesure du possible de faire venir le contrôleur, quand c'est possible, une nouvelle fois, dans l'aéroclub, parce que là, effectivement, il y a la rencontre physique, il y a cette démystification, voilà, que le contrôleur n'est pas un casque à pointe avec le fouet, voilà. Voilà, merci Caroline. Alors, je ne sais pas s'il y avait aussi Hélène, alors, je ne sais pas si elle est en fréquence, enfin, c'est en fréquence, c'est le cas de dire. Oui, Est-ce que tu... bonjour. Ah, Bonsoir, super Hélène, salut. Alors, ça Hélène va? est aussi une collaboratrice avec Real Sky. Elle était au Versou. Elle a C'est fait ça. un grand nombre de sessions. Elle a même participé d'ailleurs à notre stand à la GFFA il y a 2 ans. Elle avait fait le déplacement jusqu'à Dijon. Super. Voilà. Alors Hélène, alors Hélène, c'est la championne des incidents, hein. Il se passe souvent des choses au Versou, hein. La piste est souvent envahie par tout un tas de choses. Voilà. C'est ça. Je ne vous Ouais. facilite pas la tâche. Voilà. Alors, je Alors, voulais revenir sur le rétexte de Caroline. Elle a très bien résumé hein, ce que je pense. Hein. Et je vais rajouter quelques points. Pour ma petite histoire, moi, j'ai été contactée par toi, Bruno. C'était pendant le confinement, au début du confinement. c'est vrai. Et alors que mon travail se limitait à la gestion des hélicoptères de secours, mais j'ai eu l'opportunité d'effectuer des séances de contrôle. Alors certes virtuelles, mais avec de véritables pilotes. Et ça, c'est top quand même.
Et pour moi, Real Sky, en fait, c'est un excellent moyen de maintenir ses compétences, voire de les perfectionner, que ce soit dans le pilotage, mais comme en contrôle finalement, bien que ce ne soit pas le sujet. Et là où le virtuel rejoint la réalité, c'est quand même assez fantastique, c'est que j'ai eu la chance d'accueillir en vrai, sur mon terrain, des pilotes qui se sont entraînés sur Real Sky. C'est quand même fabuleux. Voilà, effectivement, ça c'est un gros plus. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que bah, souvent les pilotes, une fois qu'ils ont fait quelques sessions Air Sky, ben ils prennent leur avion et ils vont. Et souvent d'ailleurs, c'est assez marrant, ils annoncent dans le premier message Air Sky bonjour. Et le contrôleur Là. comprend tout de suite ce qui se passe. Voilà. Ouais, Hein, on l'a fait à Belle-Île, on l'a fait à Grenoble, effectivement. voilà. Donc complètement fan, hein, moi, de Real Sky. Je trouve ça vraiment top et je vous invite vivement à venir participer à la prochaine séance qui aura lieu chez moi, Et voilà, c'est ça, vendredi prochain. Grenoble-Isère et Chambéry, pour faire un magnifique vol dans nos Alpes. Voilà. Voilà, merci à toutes les deux. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir rester en ligne, il y aura peut-être des questions euh, dans la dernière partie. On va pas tarder d'aborder. Hop. Oui. Voilà. Alors, deux Merci conclusions. Bruno. Là. Oui, tu as terminé, non? J'ai Oui. quasiment terminé. Je te dernier point. Alors, juste deux points importants, c'est que voilà, quand on est en autonome, il faut vraiment être à l'aise avec le simulateur, hein, je l'ai déjà développé. Sinon, il faut opter pour le vol en cockpit partagé, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur la partie pédagogique, hein. Il faut pas que le joystick ou la souris viennent perturber, je dirais, la phraseo ou la navigation. On est vraiment là pour travailler. Et dans une situation collective, donc en aéroclub, c'est vraiment très très important d'avoir un référent simulation, alors qui n'est pas forcément un instructeur, hein. Je dirais, il vaut mieux qu'il soit, donc d'ailleurs, qu'il soit plutôt à l'aise avec l'outil, hein, parce que même si on facilite quand même le travail, il faut quand même maîtriser un petit peu l'outil et surtout avoir une vraie démarche pédagogique, hein. C'est-à-dire en fait, alors, effectivement, Real Sky, comme je dis souvent, bah voilà, c'est un environnement. Vous volez comme vous feriez en réel, c'est-à-dire suivant votre niveau, hein. Si vous êtes élève, vous allez faire des tours de piste. Si vous êtes breveté, vous allez vous aventurer à faire une navigation un peu plus complexe. Real Sky ne propose pas spontanément de, de cadre pédagogique, hein. Il met en place un environnement. Après, chaque aéroclub l'utilise, ou chaque, mais d'ailleurs, personne l'utilise selon son besoin, selon son envie, hein. Il y a des gens qui ne font que de l'anglais, par exemple, hein, ça marche très très bien, vous l'avez vu. D'autres, la club de Boulogne-Billancourt faisait par exemple un vol, enfin essayait de le faire quand c'était possible, ce qu'ils appelaient le lâcher local simulation. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le lâcher local avec le contrôle, avec l'instructeur, et avant de partir en solo, l'élève, quand c'était possible, faisait ce même vol en simulation. Et voilà, une fois qu'il avait fait les deux choses, on le laissait partir en solo. Je trouvais que la démarche était assez intéressante. Et puis, il faut savoir qu'alors, donc là, on organise des sessions. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué pour organiser des sessions parce que vous l'avez compris, hein, c'est beaucoup de choses à mettre en commun, hein, notamment la présence des contrôleurs qui, une nouvelle fois, font ça bénévolement et on les remercie à nouveau. Mais en fait, il faut savoir que les ressources sur le Sky, elles tournent 24 sur 24, hein, c'est des serveurs qui sont tout le temps actifs et ça peut être intéressant. Certains membres, d'ailleurs, le font assez régulièrement, utilisent les ressources hors session pour organiser des vols partagés. Parce qu'en fait, si on se passe du contrôle, hein, on peut très bien répéter une navigation, hein, et je le fais assez régulièrement avec des élèves pilotes bah, qui sont pas forcément à l'aise et je leur dis bah voilà je monte avec vous et puis je vous guiderai au fur et à mesure. Vous avez des questions, on fait le vol ensemble. Voilà, tout ça ça se fait offline mais en utilisant les ressources de Sky. Et ça permet vraiment de travailler la navigation de manière assez intéressante. Alors sans la partie contrôle mais on travaille plus la partie vraiment navigation. Voilà. Donc, bah, dans le slide, vous verrez que donc, si vous voulez aller plus loin, ben, on a un site internet. Vous pouvez nous contacter par email. On a aussi évidemment une page Facebook et puis surtout la chaîne YouTube. Là, vous avez vu des extraits, mais vous pouvez aller voir, il y a des dizaines de vidéos de toutes nos différentes sessions. On essaye en général de les enregistrer. Voilà, alors, juste, donc, une fois, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais juste, donc, c'est une association, Real Sky. Donc, en fait, on est membre, hein, comme on l'est dans un aéroclub. C'est relativement modique, hein. C'est 50 euros pour un individuel et c'est 200 euros pour un aéroclub. Ça le donne accès, je dirais, à tous les pilotes, ce qui est relativement intéressant. Voilà, c'est des tarifs qui n'ont pas évolué d'ailleurs depuis le début, pour être tout à fait franc. Voilà, voilà. Bien, bah, merci beaucoup Bruno, c'était très instructif. Moi, ce que je propose là, parce que le temps est assez limité, Mhm. on avait proposé, je pense que c'est Jean-Pierre, son prénom, c'est Jean-Pierre Allard, de prendre la parole et puis d'échanger un petit peu avec toi pour qu'on profite un petit peu de
de son positionnement et puis de son point de vue. Donc on te laisse la parole, Jean-Pierre. Oui, je suis intervenu en début de session là, pour dire, enfin, ça remonte à quelques dizaines d'années, un élève qui était un fanat de simulateur, euh, qui voulait même être pilote de ligne, le pauvre, mais il s'est tué en avion d'ailleurs. C'est dramatique, il a tué son instructeur et ses deux passagers. Il s'était intéressé à l'ILS sur un simulateur. Et franchement, il n'avait rien compris au film, mais rien du tout. Et notre président de l'époque était intervenu en disant, mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est pas comme ça que ça marche, etc., etc. Donc, ce que j'en avais retenu, bah, c'est que ça peut être extrêmement dangereux. Ok, Oui, alors on va laisser Bruno répondre, oui. ouais, le biais, on le retrouve. Alors, enfin, nous, on le voit très bien à l'école, et je l'avais vu quand j'étais président d'aéroclub. Le biais, on le retrouve surtout sur des gens qui font du simulateur avant de voler. Hein, parce qu'en fait, bah, quand on est en simulateur, qu'on fait du VFR, bien souvent, bon, c'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on a vraiment des décors avec, je dirais, des casques de réalité virtuelle, on arrive à faire des choses assez naturelles. Mais il y a encore quelques années, c'était assez difficile de faire du VFR, hein. On pouvait difficilement tourner la tête, enfin, c'était très compliqué. Et donc, en fait, bah, on faisait du VFR en IFR, c'est-à-dire on regardait le cockpit, de temps en temps, on regardait un peu dehors, mais en fait, on faisait plus du pseudo-IFR que du VFR. Et cette habitude, malheureusement, bah, elle était prise, et quand les gens débarquaient ou ils venaient faire du vrai VFR, bah, en fait, ils avaient le nez collé sur le tableau de bord, et ils regardaient pas dehors. Donc ça, voilà, ça, c'est un biais qu'on a observé, il faut en être conscient. Aujourd'hui, les outils Alpha permettent de faire du VFR dans des conditions plus confortables, de regarder autour de l'avion, de regarder voilà, de manière assez naturelle et de regarder un peu moins le cockpit. Mais une Alpha, vous l'avez vu, nous, Virtual Sky, on a vraiment focalisé la pédagogie sur la partie navigation et Fradeo. Hein. On n'est pas du tout, enfin, en tout cas, on considère que le simulateur, ça c'est notre approche, hein, n'est pas là vraiment pour apprendre à piloter. Hein, parfois, j'ai des gens qui me disent, ah bah oui, mais quand je sors les volets, mon avion, il réagit pas comme le vrai, il n'y a pas de couple, euh, piqueur ou cabreur. Je dis, mais c'est normal, attendez, un simulateur que vous avez payé 100 euros, faut pas non plus attendre des miracles de cette machine. Donc, hein, il faut accepter les limites, en être conscient, c'est important, hein, et utiliser le simulateur pour ce qu'il peut très bien faire. Hein, et on l'a vu, honnêtement, les navigations, ça, c'est vraiment très très performant. Et puis accepter, voilà, qu'on n'apprend pas à piloter avec un simulateur. On Bien peut sûr. apprendre quelque chose, voilà. Mais ça, je crois que c'est important et effectivement, c'est le message qu'il faut faire passer et les instructeurs doivent faire passer ce message. Ok, je pense que là c'est clair, hein, ta réponse a clarifié la question. On va laisser la parole à Cyril Chézy, là. Il y avait quelques questions. On va quand même se donner 10 minutes, là. Il est 20h05, on se donne jusqu'à 20h15. Et donc je te laisse la parole, Cyril. Euh, Alors, effectivement, je voyais pas les messages. Cyril, tu es là? Non, apparemment il n'est pas là. Euh, Peut-être le mot de l'instructeur, qui a pris la parole, là, s'il vous plaît? Ah oui, Donio. Fabrice. Ouais. J'avais Oui. demandé avant le début de session si je pouvais intervenir. Eh ben Voilà, vas-y. bonsoir à tous. Donc, je me présente, Fabrice Degnaud, je suis instructeur. Je fais beaucoup de simulations dans le cadre de mon travail, qui est professionnel. Je suis instructeur 777, mais également instructeur en école de pilotage en tant que FI, IRI, CRI en école professionnelle. Et occasionnellement, ça m'arrive de faire du bénévolat en aéroclub. J'ai fait une expérimentation il y a un peu plus d'un mois. Il faisait pas beau et j'avais une de mes élèves en aéroclub qui était vraiment en début de formation et j'ai amené j'aime bien le terme ordinateur de table, puis je l'ai amené avec un casque à réalité virtuelle et un système OTAS. Et on a fait une leçon virtuelle, la stagiaire étant sous casque, pour faire du pilotage de base. Alors j'ai bien compris que l'objet de Real Sky, c'est pas l'apprentissage et c'est pas le perfectionnement en pilotage. Le message, il était très clair. L'intérêt que je vois, c'est notamment de pouvoir continuer à progresser, notamment dans les navigations, qui peuvent être des navigations locales,
le perfectionnement autour de piste et bien entendu le travail avec des contrôleurs aériens, si j'ai bien compris, qui font des heures sup. Euh, voilà. Donc, moi, en tant qu'instructeur, et je m'adapte simplement aux pilotes d'aéroclub. Je m'adresse pas aux gens qui sont en école professionnelle. Moi, mon sentiment est pour éviter les biais de formation, ça doit être très encadré pour que ce soit efficace. Ça veut dire que si un aéroclub arrive à avoir une salle, on va dire simulation, qu'il y ait une démarche de par le responsable pédagogique de l'aéroclub, d'encadrer en fait la progression des élèves, que ce soit des jeunes qui sont sous la supervision et sous l'instruction de leur instructeur respectif, ou bien des pilotes privés qui veulent se perfectionner en navigation. Et là, je pense que ça a tout son sens. Mais ça doit être strictement encadré avec des programmes qui sont définis, en respectant des procédures et notamment en les contrôlant. C'est-à-dire que c'est là l'outil pédagogique, c'est s'il est contrôlé. Si vous ne le contrôlez pas et que vous le laissez à la portée de tout le monde en aéroclub, ça restera qu'un jeu. Et malheureusement, il ne faut pas que ce soit un jeu en aéroclub. Ça doit être un complément de formation. La moyenne d'heures de vol des pilotes privés, c'est une dizaine, c'est 10 ou 12 heures par an, ce qui est accidentogène. Euh, L'idée, en fait, ce serait peut-être, à travers la DSAC, la DGAC, de pouvoir implémenter des compléments de formation avec un minimum d'entraînement par mois et de se déplacer dans une structure, c'est-à-dire se déplacer à l'aéroclub pour aller faire ses vols, en fait, tout simplement, sous simulation. Avec un casque à réalité virtuelle, c'est complètement immersif et moi j'ai fait une leçon comme ça, c'était merveilleux. L'élève, elle était, on dépasse les limites de ce que l'on peut faire en vol réel. On va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus pédagogique. On peut également mettre des météos qui sont beaucoup plus marginales, ce qui permet en fait de gagner en confiance, de mettre des conditions de vent ou de trafic. Et là, je rebondis sur le rôle des contrôleurs aériens, ce qui permet en fait de faire progresser le pilote. C'est l'intérêt que je vois en fait. Après, il faudrait également définir un coût, alors là c'est le côté informatique, de définir des supports informatiques qui soient, je dis pas homologués, mais qui soient performants de telle sorte qu'on ait vraiment le bénéfice de ces compléments de formation. Voilà où je veux en venir. Voilà. Ok, Très bien. merci beaucoup, Fabrice. Jean-Pierre Bruno, tu veux Delmas. répondre? Tu veux répondre? Non, je pense qu'il Non, a c'est clair. commenté des idées que j'avais déjà. Alors en termes de coûts, bon après, je peux dire un mot puisque effectivement c'est une question qui revient assez souvent. Vous l'avez vu, on travaille nous avec des portables, puisque ça permet déjà d'être assez mobile, puisqu'on fait souvent des démonstrations. En aéroclub, ça permet d'éviter d'avoir une station, il faut mettre sous clé, ainsi de suite, enfin tous les problèmes classiques de vol, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, un portable performant fait très bien tourner les simulateurs. C'est un portable qui va coûter effectivement, qui va pas coûter 500 euros, mais qui va coûter 1200 euros. Donc, c'est un budget. On est sur un budget à 1500 euros. 1500 euros, on a déjà une belle configuration. Et une nouvelle fois, si on l'utilise en cockpit partagé, c'est-à-dire que celui qui fait voler l'avion, il est ailleurs, on n'a pas besoin de tout le matériel complémentaire et ça fonctionne très très bien. Alors effectivement, c'est pas zéro, mais ça reste relativement abordable. Il nous reste 2 minutes. Jean-Pierre, on te laisse la parole. Jean-Pierre Delmas. Bonjour Jean-Pierre. Oui, ça y est, j'ai le micro. Oui, bonjour. Oui, je soutiens complètement ce qui vient d'être dit. Peut-être qu'on pourrait le résumer par on apprend au sol, on restitue en l'air. Et c'est comme ça qu'on obtient des gains. Et les heures volées en vol vont devenir rentables à 105%. Et au sol, on peut avoir toutes sortes de simulateurs. Bon, il y a des gros simus avec grosse installation, on vient de voir le Boulogne. Il y a même des simus certifiés, ce qui n'a pas grand intérêt en VFR, à vrai dire. Mais il y a aussi
beaucoup de logiciels maintenant avec des tutoriels, par exemple, pour apprendre certains EFIS, pour apprendre à se servir d'un GPS ou pour passer d'un GPS à un autre. On est habitué au GPS machin, on prend le modèle au-dessus dans l'avion sur lequel on vise à voyager prochainement. Et donc, je retiens et je soutiens complètement le point de vue précédent c'est encadré. Il n'y a pas vraiment de pilote qui soit autodidacte. En IFR, pas du tout. En VFR, c'est rarissime. Et il y a un gros effet pervers à laisser les gens jouer en croyant qu'ils deviennent forts en pilotage, ou comme aviateurs, ou comme futurs PPL. Donc, je soutiens complètement l'idée que les exercices à faire à la maison, le cas échéant, à faire sur table dans le club, avec peut-être des PC, des logiciels plus performants que ceux qu'on a à la maison, doivent être complètement encadrés et prévus. Et on peut faire tout ça en dehors de toute intervention de la DGAC, de la DSAC et des gens chargés d'approuver des programmes, puisque de toute façon, au fin du fin, ce que mesurera la DSAC, c'est l'aptitude du pilote, le jour où il passe devant un flight examiner, de restituer en vol tout ce qui lui a été demandé. Donc, je pense qu'on a une grande liberté maintenant de composer des programmes d'apprentissage au sol avec toutes sortes de niveaux différents de simulateurs. Bien, Voilà. merci Jean-Pierre. Et effectivement, alors je fais un petit commentaire là-dessus, on est en plein dedans là, je remets ma casquette ATO, puisqu'on est en train donc de déposer une partie de l'IFR et la DSAC nous demande, comme je le disais en introduction, d'avoir des ateliers alors très très spécifiques, donc des ateliers avec un simulateur de table, notamment pour utiliser le GNS 430 de manière optimale. Donc là, pour le coup, donc on a le simulateur, là on achète un boîtier GNS, alors pas un vrai GNS, mais un boîtier qui simule parfaitement l'ergonomie du GNS, hein, on tourne des boutons comme sur le GNS, et on vérifie que le pilote est parfaitement à l'aise dans les menus, et j'ai vu des cas assez intéressants, pour tout vous dire, le GNS est maintenant un appareil vieillissant, et il n'est pas tout à fait adapté à toutes les procédures IFR qu'on a sur Paris maintenant, hein, qui ont des lettres, enfin des noms qui sont tellement longs que finalement le GNS affiche plusieurs fois le même nom. Et je suis tombé dans un cas de figure assez intéressant où, ben, en fait, en plein vol, on vous demande, on vous change de procédure et vous tournez votre bouton et vous avez trois fois le même nom et vous dites, ah bah zut, c'est laquelle qu'il faut que je prenne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se simule très bien avant. C'est mieux d'avoir simulé parce que, bah, vous savez que, bon, après, vous comprenez la logique, mais il y a un long moment de solitude en plein vol, hein, vous dites, ah bah zut, comment je fais maintenant? Voilà. Là, je crois qu'on va arrêter là, Bruno. Hein, Ouais, je oui, pense. oui. Bon, bah, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. On pourrait y Oui, passer toute la soirée, hein, je mais pense, oui. Oui, oui. Bon, voilà, mais bon. écoutez, merci à toi, Bruno, pour effectivement cette Ouais. excellente présentation. Je crois que ça a éclairé pas mal de choses. Merci à Fabrice, merci à Jean-Pierre, merci à Caroline, merci à aussi l'autre personne contrôleur là qui est intervenue là sur le Verso. Euh, pour information, pour rappel, en tout cas, si vous souhaitez le PDF de la présentation de Bruno, vous m'envoyez un petit message d'ici samedi soir à 3af.idf@orange.fr. Vous avez l'adresse email sur le site de 3AF d'ailleurs. Et puis je vous enverrai, Bruno va m'envoyer son PDF actualisé et puis ce PDF vous parviendra au plus tard dimanche soir. Sachez aussi que cette visioconférence a été enregistrée et qu'elle sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du groupe 3AF Île-de-France. Voilà. Voilà. Merci, un grand merci Bruno là pour ton intervention. Merci à tous. Je suis en Et train de lire les puis, commentaires. Bon, visiblement, ça a plu. Je suis content. Enfin, oui, bah, c'est un peu l'objectif. voilà, c'est Alors, parfait. et puis, évidemment, donc, bah, voilà, toutes les questions complémentaires directement sur notre site internet ou Voilà, par email. voilà. Voilà. Et évidemment, Alors, les questions qui n'ont pas pu être, auxquelles on t'as pas pu répondre parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps, je vais te les envoyer, Bruno. Il y a le nom des gens qui auront posé les questions et Oui, quand tu auras les adresses email de toutes les personnes inscrites, si tu veux y répondre oui, personnellement, tu pourras bien leur, sûr. tu pourras leur répondre. Voilà. Avec plaisir. On Merci va- à tous. Bonne voilà. soirée. Et puis, ben, à très bientôt en fréquence réelle ou Real Sky. On verra. Au revoir. À très bientôt Bonsoir. à tous et à la prochaine. Bonne fin Bonsoir d'année. Bruno, merci. À bientôt à Saint-Cyr. À bientôt.